pendant 19 ans, ma mère a parlé à ma place à chaque rendez-vous, a gardé mes médicaments sous clé et a dit à tout le monde que j'étais trop fragile pour vivre une vie normale. Puis un nouveau médecin a regardé mes résultats d'analyse, a froncé les sourcils et a demandé pourquoi aucun d'eux ne correspondait à mon diagnostic. Ma mère a essayé de mettre fin à la consultation. Il a plutôt ouvert mon dossier d'enfance. Bonjour à tous, je m'appelle Julia Mercé. J'ai 33 ans. Ma mère m'a maintenu malade pendant 19 ans, a parlé pour moi à chaque rendez-vous, a enfermé mes médicaments dans un placard de cuisine que je n'avais jamais le droit d'ouvrir et a construit toute ma vie autour de l'idée que j'étais trop fragile pour survivre seul. Et puis un mardi matin, un nouveau médecin a regardé mes analyses de sang, a froncé les sourcils et a demandé pourquoi rien de tout cela ne correspondait au diagnostic qui avait contrôlé toute mon enfance. Ma mère a répondu avant que je ne puisse le faire. Elle le faisait toujours. Elle devient confuse quand elle est dépassée, a-t-elle dit, posant une main sur mon bras comme si elle me réconfortait au lieu de contrôler la situation. Je peux tout expliquer. J'avais 33 ans. J'avais un permis de conduire, une carte de bibliothèque, un bail à mon nom et l'habitude de m'excuser avant même de finir mes phrases. Mais dès que je me suis assise sur une table d'examen à côté de ma mère, je suis redevenue la fille qu'elle m'avait appris à être. Silencieuse, reconnaissante, incertaine et légèrement honteuse d'avoir un corps qui était soi-disant toujours à un mauvais jour de l'effondrement. La salle d'examen sentait les lingettes d'alcool et les draps en papier. Ma mère s'est assise le plus près du bureau du médecin, ce n'était pas un hasard. Elle se positionnait toujours de manière à pouvoir intercepter la conversation avant qu'elle ne m'atteigne clairement. Elle avait fait cela toute ma vie. Quand j'avais 7 ans, elle a dit au professeur que j'avais une maladie rare qui rendait l'effort dangereux. Quand j'avais 9 ans, elle a cessé de me laisser aller aux fêtes d'anniversaire parce qu'une simple gastro-entérite pourrait m'envoyer à l'hôpital. Quand j'avais 12 ans, elle m'a retiré d'une sortie scolaire et a pleuré dans le parking après, en disant « Tu n'as aucune idée à quel point il est difficile de voir son enfant vivre comme ça. » Vivre comment? Je me le demandais. J'étais souvent fatiguée, nerveuse, petite pour mon âge, parfois prise de vertige. Mais je n'avais aucun mot pour ce qui était normal parce que ma mère avait construit le vocabulaire de mon corps avant que je sois assez grande pour le remettre en question. Fragile, compliquée, délicate, à risque, cas spécial. Pas comme les autres filles. Les autres filles jouaient au football. Je restais à l'intérieur. Les autres filles allaient à des soirées pyjama. J'allais chez des spécialistes. Les autres filles apprenaient à se faire confiance. J'apprenais à attendre de voir le visage de ma mère avant de décider à quel point je devais avoir peur. Elle gardait mes médicaments dans un placard verrouillé au-dessus du réfrigérateur. De petits flacons orange, des flacons blancs, des plaquettes, des choses qu'elle secouait dans sa paume et me tendait avec du jus en me rappelant la chance que j'avais d'avoir quelqu'un qui veillait sur moi si attentivement. Si je demandais à quoi il servait, elle avait toujours une réponse prête, patiente et blessée en même temps, pour ton inflammation, pour tes crises, pour les symptômes que tu oublies parce que c'est moi qui dois tout suivre. Je la croyais parce que les enfants croient la personne qui a l'air la plus calme dans la pièce. Et ma mère était toujours calme quand d'autres personnes regardaient. Douce, infatigable, pleine d'abnégation, le genre de femme que les voisins appelaient un ange parce qu'ils ne voyaient jamais ce qui se passait une fois que les plats cessaient d'arriver. À la maison, la maladie était le centre de nos vies et aussi la laisse autour de la mienne. Je n'avais pas le droit de prendre ma douche avec la porte verrouillée. Je n'avais pas le droit de marcher seul jusqu'au magasin du coin. Je n'avais pas le droit de garder mes propres pilules, de renouveler mes propres ordonnances ou de décrire mes propres symptômes sans être corrigé. Si je disais que je me sentais bien, ma mère riait doucement et disait « Tu dis toujours ça juste avant une poussée ». Si je disais que je me sentais mal, elle soupirait comme si sa justification était arrivée juste à temps. Mon père ne la remettait jamais en question. Il travaillait de longues heures, rentrait fatigué, m'embrassait sur le front et me disait d'écouter maman parce qu'elle connaît ton cas mieux que quiconque. Quand il est mort, quand j'avais 15 ans, la maison est devenue plus silencieuse et son contrôle est devenu plus net. Il ne restait plus de deuxième adulte pour interrompre l'histoire. Juste moi et la femme qui savait exactement comment faire passer la dépendance pour de l'amour. À 19 ans, je n'avais jamais eu de travail, jamais passé une nuit seule loin de la maison et jamais récupéré une seule ordonnance moi-même. À 22 ans, ma mère disait à nos proches que je ne me marierais probablement pas parce qu'un homme ne comprendrait pas le niveau de soins dont elle a besoin. À 27 ans, même moi, j'avais commencé à le dire à mon propre sujet.
C'est la partie la plus laide du fait d'être contrôlé si longtemps. Finalement, la cage commence à utiliser votre propre voix. La seule raison pour laquelle je me suis retrouvé avec le docteur Simon Keller, c'est que le médecin de longue date de ma mère a pris sa retraite. Elle s'en est plainte pendant des semaines. Elle disait que les nouveaux médecins étaient imprudents. Elle disait que la continuité était importante pour les patients complexes. Elle disait qu'elle devrait être extrêmement vigilante parce que les gens qui ne connaissaient pas mes antécédents pourraient manquer quelque chose de dangereux. Nous étions donc là, son sac à main sur ses genoux, mon dossier ouvert sur l'écran, ses yeux passant des résultats de laboratoire à moi, puis de nouveau à l'écran. Il m'a demandé, à moi, pas à elle, Julia, depuis combien de temps prenez-vous ces médicaments? J'ai ouvert la bouche. Ma mère a répondu, depuis l'enfance. Ils l'ont maintenu stable. Il n'a pas hoché la tête. C'était la première chose étrange. La plupart des médecins hochaient la tête en signe d'approbation à ma mère. Ils respectaient les classeurs, les dates, les chronologies mémorisées. Ils aimaient les mères qui venaient préparer. Mais le docteur Keller a simplement continué à lire, son front se plissant légèrement pendant qu'il faisait défiler le texte. Puis il m'a regardé et a dit très doucement, « Et qui vous a expliqué votre diagnostic ?» Avant que je puisse parler, ma mère s'est levée. « Nous avons terminé pour aujourd'hui », a-t-elle dit avec un petit sourire éclatant qui n'atteignait pas ses yeux. Cela a clairement été trop pour elle. Mais le docteur Keller ne s'est pas levé. Il a saisi la demande de dossiers anciens qui se trouvaient déjà dans le dossier. Il a cliqué 2 fois et a dit, « Non, Madame Mercé, je pense que nous ne faisons que commencer. Julia, je veux ouvrir votre dossier d'enfance. » Ma mère a essayé de mettre fin au rendez-vous en se levant. Cela avait toujours fonctionné auparavant. Dans chaque cabinet où je m'étais assise, dès qu'elle disait, « Elle est fatiguée. » Ou, « C'est assez pour aujourd'hui. » Ou, « Vous ne comprenez pas ses antécédents », la pièce se pliait à son autorité comme du papier autour d'une lame. Les médecins s'adoucissaient, les infirmières hochaient la tête, les réceptionnistes imprimaient les fiches de suivi, et je rentrais à la maison avec une autre dose ajustée, un autre avertissement, une autre année de ma vie expliquée avec la voix de ma mère. Le docteur Keller n'a pas bougé. Il a cliqué 1 fois, puis 2 fois, et a tourné légèrement l'écran pour que je puisse le voir aussi. « J'ai demandé les archives pédiatriques de votre ancien cabinet avant votre arrivée, » a-t-il dit. « Elles ont été numérisées ce matin. » Ma mère a pâli. Pas de façon spectaculaire, juste assez. C'est la première chose que j'ai remarquée. La seconde, c'est qu'elle a cessé de me toucher. Pendant 19 ans, elle avait toujours gardé une main sur mon épaule, mon bras, mon poignet, le dossier de ma chaise, réconfortante en public, restrictive en pratique. Dès que le docteur Keller a mentionné le dossier d'enfance, elle a retiré sa main comme si la peau elle-même était devenue gênante. « Je ne vois pas en quoi ce serait pertinent », a-t-elle dit. Il a gardé les yeux sur l'écran. Parce que votre dossier actuel décrit une maladie inflammatoire à long terme avec une instabilité épisodique commençant dans la petite enfance, mais le profil de laboratoire que j'ai devant moi ne le confirme pas. J'aimerais donc savoir quand le diagnostic a été établi pour la première fois, par qui et sur la base de quelles observations. Ma mère a croisé les bras. Vous remettez en question 20 ans de soins. Non, a-t-il dit calmement. Je remets en question le dossier. Cette phrase a changé quelque chose en moi. Non pas parce qu'elle résolvait quoi que ce soit, mais parce que pour la première fois de ma vie, quelqu'un me séparait de l'histoire qu'on racontait sur moi. J'ai glissé de la table d'examen et me suis approché du bureau avant que ma mère ne puisse à nouveau s'interposer entre nous. Le docteur Keller a ouvert le dossier le plus ancien. 8 ans, note clinique, poids faible, légère fatigue, pas de détresse aiguë. Puis un autre. 9 ans. Marqueurs inflammatoires normaux. Aucune observation anormale durable. Puis un autre. 10 ans. Recommandations, observées. Aucune médication chronique indiquée pour le moment. J'ai fixé l'écran. Attendez, ai-je dit. Ma propre voix me semblait étrange, trop plate, trop prudente. Ça ne peut pas être juste. La tête de ma mère s'est brusquement tournée vers moi. Julia. Non, a dit doucement le docteur Keller. Laissez-la demander. J'ai dégluti. J'ai commencé à prendre des médicaments avant ça. Il a cliqué à nouveau. Une note de spécialiste numérisée s'est ouverte.
Plus ancienne que les autres, partiellement décolorée sur les bords. Évaluation. Symptômes non spécifiques. Un suivi plus approfondi est nécessaire. Éviter une exposition inutile aux stéroïdes à long terme. En attente de confirmation. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé ma mère, puis de nouveau l'écran. Exposition aux stéroïdes. L'un des flacons de pilules du placard verrouillé m'est apparu si clairement dans l'esprit que j'en ai eu froid. Étiquette blanche, goût amer, ce qui faisait trembler mes mains et enfler mon visage quand j'étais adolescente. Et ma mère disait toujours, ça veut dire que ça fonctionne. Le docteur Keller a imprimé 3 pages et les a posées sur le bureau une par une. Ce dossier ne montre pas de diagnostic confirmé à l'âge que prétend votre dossier actuel, a-t-il dit. En fait, il montre une incertitude répétée. Ma mère a ri, un son terrible. Mince, offensé, désespéré. Vous lisez de vieux dossiers hors contexte. Il s'est tourné vers elle pour la première fois. Alors, aidez-moi avec le contexte. Elle s'est redressée. Julia était une enfant très malade. Qu'est-ce qui la rendait malade? Tout. Le stress, la nourriture, le temps, l'école. Elle s'effondrait tout le temps. Il a hoché la tête une fois. A-t-elle été hospitalisée? Pas souvent. Imagerie anormale? Pas que je me souvienne. Marqueur positif? Elle a toujours été compliquée. Il a laissé cela planer dans la pièce jusqu'à ce que le silence s'installe. Puis il a posé la question qui a fait éclater l'après-midi. Madame Mercé, qui a réellement prescrit le traitement médicamenteux à long terme qu'elle suit actuellement? Elle a répondu trop vite. Son ancien spécialiste. Il a cliqué à nouveau, a fait défiler le dossier et a froncé les sourcils. Ce spécialiste a pris sa retraite quand Julia avait 14 ans. Ma mère n'a rien dit. Il a continué. Ces autorisations de renouvellement ultérieurs provenaient du cabinet de votre médecin traitant, principalement par des renouvellements téléphoniques, et la formulation des notes suggère qu'elles ont été poursuivies sur la base de l'historique fourni par le parent. Parent au singulier, pas patiente. Je me suis assise lourdement sur la chaise à côté du bureau. Ma mère s'est alors approchée de moi, cherchant à nouveau mon poignet. Ma chérie, ne le laisse pas t'embrouiller. Tu connais ton corps. J'ai retiré ma main. Cela n'était jamais arrivé auparavant, pas une seule fois. Et l'expression sur son visage, petite, surprise, presque effrayée, a fait plus pour me réveiller que les dossiers. Parce que les filles malades ont le droit de pleurer. Les filles fragiles ont le droit de trembler. Mais les filles qui retirent leurs mains de celles de leur mère dans le cabinet d'un médecin, ces filles-là deviennent des témoins. Le docteur Keller a imprimé une page de plus et l'a glissée devant moi. En bas, il y avait une ligne que j'ai lue 3 fois avant de la comprendre. Le parent rapporte, la patiente devient angoissée lorsqu'elle n'est pas sous traitement. La nécessité clinique reste incertaine. La nécessité clinique reste incertaine, ai-je chuchoté. Ma mère a dit, Julia, arrête. Je l'ai regardée. Pendant 19 ans, elle avait construit ma vie à coups de voix basse, de placards verrouillés, d'interruptions prudentes et de la suggestion constante que sans elle, je pourrais ne pas survivre à quelque chose d'invisible. Et maintenant, dans une salle d'examen lumineuse avec de l'art de mauvais goût sur le mur, et un nouveau médecin imprimant de vieilles vérités sur du papier bon marché, j'ai vu la première fissure dans toute la structure. Ce n'était pas seulement que j'avais été malade. C'était qu'elle avait eu besoin que je le reste. Le docteur Keller a joint ses mains et a dit très doucement, Julia, avant de faire quoi que ce soit d'autre, je dois vous demander quelque chose sans que votre mère ne réponde. Ma mère a ouvert la bouche. Il a levé un doigt et pour la première fois de ma vie, quelqu'un l'a fait taire. Puis il m'a regardé et a demandé, est-ce que quelqu'un vous a déjà laissé gérer vos propres médicaments? Non, ai-je dit. Le mot est sorti avant que j'aie le temps de l'adoucir. Le docteur Keller n'a pas réagi, mais j'ai vu quelque chose s'installer sur son visage. Pas de la surprise, de la confirmation, comme s'il avait construit une structure dans sa tête depuis que j'étais entré, et que cette seule réponse avait mis en place la dernière poutre. Personne ne m'a jamais laissé les gérer, ai-je répété, plus assuré maintenant. Ma mère gardait tout dans un placard verrouillé. Elle me tendait ce que je prenais. Ma mère a fait un pas brusque vers nous. Parce que tu n'as jamais été capable de t'en souvenir toi-même. Je l'ai regardée. C'est ce que tu as toujours dit.
Elle a croisé les bras plus étroitement. Parce que c'était vrai. Le docteur Keller s'est tourné vers moi. Connaissez-vous les noms de tout ce que vous prenez actuellement? J'ai ouvert la bouche, les refermé. Puis j'ai regardé la liste de médicaments qu'il avait imprimée de mon dossier et j'ai senti quelque chose d'humiliant et de chaud me monter à la gorge. J'en connais certains par leur couleur, ai-je dit. Ma mère a émis un petit son de dégoût. Julia. Non, a-t-il dit sans élever la voix. Cette réponse est importante. Et c'est là que j'ai réalisé que la pièce s'était nettement divisée en deux. D'un côté, ma mère et l'histoire. De l'autre, moi et les faits que je n'avais jamais été autorisé à tenir assez longtemps pour les examiner. Le docteur Keller a soulevé la liste. Ces deux-là, a-t-il dit en pointant du doigt, n'auraient pas dû être poursuivis aussi longtemps sans des preuves spécifiques et continues. Celui-ci peut causer de la fatigue, des vertiges, des changements d'appétit, une instabilité de l'humeur. Celui-ci peut supprimer les réponses normales et créer la fragilité exacte qu'il prétend traiter s'il est utilisé de manière incorrecte sur une longue période. J'ai fixé la page, puis lui, puis de nouveau la page. Vous voulez dire qu'ils peuvent faire paraître quelqu'un plus malade? Il n'a pas hésité. Oui. Ma mère a ri de nouveau, un rire mince et aigu. C'est absurde. Le docteur Keller l'a ignoré. Il est retourné dans le dossier d'enfance, a ouvert une vue chronologique et a tourné l'écran pour que je puisse voir les dates en une longue colonne. Âge, note, renouvellement, plainte, suivi. À 8 ans, surveillance. À 9 ans, aucune condition confirmée. À 10 ans, tableau clinique incertain. À 11 ans, préoccupation parentale croissante. À 12 ans, essai médicamenteux. À 13 ans, fatigue aggravée signalée. À 14 ans, stéroïdes poursuivis malgré l'incertitude. À 15 ans, vertige, fluctuation de poids, épisode de faiblesse. Je ne pouvais pas arrêter de regarder car la chronologie faisait quelque chose que la mémoire n'avait jamais été autorisée à faire dans ma maison. Elle alignait les choses, pas les sentiments, la séquence. Quand j'avais 11 ans, je grimpais encore aux arbres en secret derrière le gymnase de l'école. À 13 ans, je manquais la moitié des journées de classe. À 15 ans, je ne pouvais pas traverser un supermarché sans avoir besoin de m'asseoir. J'avais toujours pensé que cela signifiait que la maladie progressait. Mais si c'était juste le moment où le traitement était devenu la vie? J'ai mis une main sur ma bouche. Ma mère s'est de nouveau approchée de moi, plus doucement maintenant, comme elle le faisait quand j'étais petite et qu'elle voulait que la panique ressemble à de l'attention. Ma chérie, ne le laisse pas faire ça. Tu sais à quel point nous nous sommes battus pour obtenir des réponses pour toi. Nous. Ce mot a failli me briser plus que tout le reste, car elle avait toujours rendu l'histoire plurielle chaque fois qu'elle avait besoin que j'y retourne. Le docteur Keller m'a demandé doucement, Julia, quand vous étiez enfant, vous sentiez-vous parfois malade avant les rendez-vous, puis mieux quand ils étaient annulés? Le silence s'est fait dans la pièce. Je l'ai regardé. Puis, quelque part derrière mes yeux, un souvenir a refait surface. J'avais 9 ans. Un matin pluvieux. Mon sac à dos près de la porte. Ma mère me disant que nous allions voir le spécialiste au lieu d'aller à l'école. Moi pleurant parce que je voulais aller à une sortie de classe. Puis le rendez-vous a été annulé et à midi, je me sentais assez bien pour faire des cercles à vélo dans l'allée jusqu'à ce qu'elle me fasse rentrer. Un autre souvenir. 12 ans. Un gobelet en papier de jus de pomme. Une poudre blanche pas entièrement dissoute au fond. Ma mère disant, bois tout. 2 heures plus tard, mes jambes tremblaient si fort que je pouvais à peine tenir debout. Puis un autre. 14 ans. Un médecin lui demandant si j'étais observante. Ma mère disant, seulement quand je la surveille de près. J'ai murmuré, oh mon Dieu. Tout le corps de ma mère a changé, pas de façon spectaculaire, mais assez. La douceur a disparu. La tendresse blessée, l'acte de martyr soigné. Pendant une seconde, elle a eu l'air furieuse. Pas contre lui, contre moi. Julia, a-t-elle dit d'une voix basse et sèche. Tu es confuse. C'est ça qui a tout déclenché. Pas les dossiers, pas les médicaments, cette phrase. Parce que soudain, j'ai pu entendre combien d'années de ma vie avaient été construites à l'intérieur de ces mots exacts. Tu es confuse. Tu es fatiguée. Tu es fragile.
Tu es dépassé. Laisse-moi expliquer. Laisse-moi m'en occuper. Laisse-moi parler. Laisse-moi garder la clé. J'ai regardé le docteur Keller et j'ai dit, peut-elle quitter la pièce? Ma mère a littéralement reculé comme si je l'avais giflée. Excusez-moi. Je me suis tourné vers elle cette fois. Peux-tu partir? Elle m'a dévisagé. Puis elle a souri. Ce sourire, celui qui venait toujours juste avant une punition. Si je sors, a-t-elle dit doucement, tu ne sauras pas à quoi tu consens. Pendant une horrible seconde, la vieille peur a tout de même ressurgi. La peur d'enfant, la peur de la clé du placard, la peur du bracelet d'hôpital, la peur que sans elle, je puisse m'effondrer d'une manière invisible qu'elle avait passé 2 décennies à m'apprendre à anticiper. Le docteur Keller a dû le voir sur mon visage car sa voix a changé. Julia, a-t-il dit, vous n'êtes pas obligée de rester dans une histoire qui vous fait du mal simplement parce que quelqu'un la raconte depuis longtemps. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé ma mère, puis la porte, et quand j'ai parlé, ma voix tremblait, mais c'était la mienne. Pars. Elle n'a pas bougé. Alors, le docteur Keller s'est levé, a ouvert la porte de la salle d'examen et a appelé une infirmière. Le temps que l'infirmière nous rejoigne, ma mère avait enfin compris quelque chose qu'elle n'avait jamais eu à comprendre auparavant. La pièce ne lui appartenait plus. En entrant dans le couloir, elle s'est retournée vers moi et a dit d'une voix si froide qu'elle ne ressemblait plus du tout à celle d'une mère. Si tu fais ça, ne t'attends pas à ce que je continue à nettoyer tes dégâts. La porte s'est refermée derrière elle. Le docteur Keller s'est rassis. Puis il a ouvert une autre note de mon dossier d'enfance, a froncé les sourcils si fort que mon estomac s'est noué, et a dit, Julia, il y a autre chose ici. J'ai besoin de savoir si votre mère vous a déjà donné des médicaments avant qu'ils ne soient formellement prescrits. La note datait de mes 11 ans. Le docteur Keller l'a lu une fois en silence, puis une deuxième fois plus lentement, comme s'il devait s'assurer que les mots ne s'étaient pas réarrangés en quelque chose de moins dangereux pendant qu'il clignait des yeux. Puis il m'a regardé et a demandé, est-ce que votre mère vous a déjà dit qu'elle avait déjà commencé le traitement avant certains rendez-vous parce qu'elle craignait que les médecins n'agissent pas assez vite? Je l'ai fixé. Oui, ai-je dit. Elle disait que parfois, elle devait anticiper mes symptômes. Ma propre voix semblait lointaine. Le souvenir est revenu en entier. Un gobelet en papier de jus de pomme, un sédiment blanc au fond, ma mère appuyée contre le comptoir disant « Bois tout ». J'ai déjà appelé le médecin. Moi faisant la grimace parce que c'était amer. Puis le long et lourd après-midi qui a suivi, où mes bras semblaient étranges et mes jambes tremblaient sous moi comme si on m'avait débranché de quelque chose. Le docteur Keller a tourné l'écran vers moi. La note était brève, juste un paragraphe du spécialiste pédiatrique. Le parent rapporte avoir repris la médication antérieure à la maison avant la visite en raison de l'inquiétude suscitée par l'augmentation des symptômes. Conseiller aux parents de ne pas commencer ou modifier le traitement sans l'avis d'un médecin. J'ai levé les yeux, puis je les ai baissés sur la note, puis je les ai relevés. Elle n'était pas censée faire ça. Non. Le mot a frappé comme de l'eau froide. Il a cliqué à nouveau. Une autre note. Une autre année. Les parents ont fortement insisté pour maintenir le traitement aux stéroïdes malgré des observations objectives limitées. Puis une autre. L'enfant semble plus calme, plus énergique lorsque la médication est interrompue en raison d'un retard de la pharmacie. Le parent attribue l'amélioration à une activité réduite. J'ai lu cette dernière phrase 3 fois. Plus calme, plus énergique. Lorsque la médication était interrompue. J'ai posé mes 2 mains à plat sur le bureau parce que soudain, j'avais l'impression que la pièce avait légèrement basculé vers la gauche. Elle savait, ai-je dit. Le docteur Keller a choisi ses prochains mots avec soin. Je pense qu'il y a des preuves que votre traitement n'était peut-être pas médicalement justifié de la manière dont on vous l'a dit. Et je pense qu'il y a des preuves que votre mère a pu influencer à la fois la présentation et la poursuite du traitement. Influencer. Un mot si propre pour ce qui ressemblait à un vol sans arme visible. 19 ans. 19 ans de soirées pyjama manquées, d'emplois annulés, de pilules supervisées, de petits regards effrayés sur mon propre corps, à regarder d'autres femmes vivre des vies ordinaires comme si elles étaient nées avec une espèce de sang plus robuste. Et quelque part au milieu de tout cela, ma mère m'avait nourri de la chose même qui aidait à maintenir l'histoire en vie. J'ai ri une fois, non pas parce que c'était drôle, mais parce que si je ne le faisais pas, j'allais commencer à crier et ne jamais m'arrêter.
Le docteur Keller m'a laissé ce moment. Puis il a demandé, « Vivez-vous avec elle maintenant ?» Non. Cela l'a fait hocher la tête. Bien, car avant de faire quoi que ce soit d'autre, je veux savoir si elle a accès à vos médicaments, à votre appartement ou à vos soins quotidiens. J'ai regardé la liste de médicaments imprimés devant moi. Elle récupère encore la moitié de mes renouvellements. Il a fermé les yeux une seconde. Alors, ça s'arrête aujourd'hui. La certitude dans sa voix m'a presque fait pleurer. Non pas parce que je lui faisais entièrement confiance encore, mais parce que j'ai réalisé le peu de certitude qu'on m'avait jamais offert dans le but de me protéger au lieu de me contenir. Il s'est levé, a ouvert la porte et a demandé à l'infirmière de faire venir la pharmacie, un défenseur des patients et, après une petite pause, un travailleur social. Cette pause était importante aussi, parce que la situation avait franchi un seuil que personne ne voulait nommer à la légère. L'infirmière est revenue la première avec mon résumé de médication actuelle et un sac en papier. Le docteur Keller m'a dit de prendre tous les flacons que j'avais à la maison et de les apporter pour examen. Il n'allait rien changer brusquement, a-t-il dit, mais il ne me laisserait absolument pas continuer à l'aveugle. Puis le défenseur des patients est entré, s'est assis à côté de moi et m'a parlé comme si j'étais une adulte dont les réponses lui appartenaient. Cela m'a presque plus déstabilisé que les dossiers. Quels médicaments pensez-vous prendre? Quelqu'un vous les a-t-il déjà refusés pour contrôler votre emploi du temps? Vous êtes-vous déjà senti plus mal après quelque chose que votre mère vous a donné mais que vous ne pouviez pas identifier? A-t-elle déjà parlé pour vous lorsque vous avez essayé de répondre en premier? À la troisième question, je pleurais trop pour être gêné. Alors, j'ai dit la vérité sur le placard verrouillé, sur le jus, sur les jours où je semblais tomber plus malade juste avant les rendez-vous et aller mieux quand ma mère était hors de la ville. Sur la fois où j'avais 24 ans et que j'étais resté chez une amie pendant 4 nuits et que je m'étais senti si étonnamment normal le troisième jour que j'avais paniqué, pensant que le véritable effondrement devait arriver. Il n'est jamais venu. Quand je suis rentré, ma mère m'a dit que les poussées retardées étaient courantes et a augmenté mes médicaments pendant une semaine. Le défenseur des patients a tout noté, chaque mot. Sans me corriger, sans l'adoucir, sans le traduire dans un langage plus gentil qu'il ne le méritait. Quand le travailleur social est arrivé, la pièce a de nouveau changé, plus sérieuse, moins médicale, plus vaste, en quelque sorte. Elle s'est présentée comme Dana et m'a demandé si je me sentais en sécurité pour rentrer chez moi ce soir-là si ma mère savait où j'habitais. Cette question m'a pris une seconde car la sécurité n'avait jamais vraiment appartenu à la même phrase que ma mère dans ma tête. Non pas parce que je pensais qu'elle me frapperait, mais parce que le mal était toujours venu déguisé en préoccupation, avec des voix basses, des mains prudentes et de petits flacons avec des étiquettes que je n'avais pas le droit de tenir trop longtemps. Je ne sais pas, ai-je dit. Dana a hoché la tête comme si cette réponse avait un sens parfait. Puis l'infirmière est revenue une dernière fois et a dit tranquillement au docteur Keller, elle fait une scène à l'accueil. Bien sûr qu'elle en faisait une. Ma mère avait perdu la pièce, alors maintenant elle essayait de regagner le bâtiment. Le docteur Keller n'a même pas eu l'air surpris. Il s'est simplement levé, a redressé la pile de pages imprimées et a dit, « Julia, je dois vous dire quelque chose avant de sortir. » J'ai essuyé mon visage. Il a croisé mon regard. Sur la base de ce que j'ai lu et de ce que vous avez décrit, il est très probable que je doive faire un signalement officiel. Les mots sont tombés un par un. Signalement officiel? Ma mère, toute ma vie, a-t-il poursuivi. Je ne dis pas cela pour vous effrayer. Je le dis parce que ce qui vous est arrivé n'est peut-être pas seulement une mauvaise gestion. Cela pourrait correspondre aux critères de quelque chose de bien plus grave. À l'accueil, j'ai entendu ma mère élever la voix et prononcer mon nom comme si elle en était toujours propriétaire. Puis le docteur Keller a ouvert la porte, est sorti dans le couloir et a prononcé la phrase qui a finalement fait cesser de trembler mes mains. « Madame Mercé, a-t-il dit, vous devez cesser de parler pour votre fille maintenant. » J'ai entendu ma mère avant de la voir. Cette voix brillante et cassante qu'elle utilisait toujours quand elle voulait que les étrangers confondent le contrôle avec la dévotion. Elle ne comprend pas sa propre condition, disait-elle à l'accueil. Elle devient confuse et influençable quand on lui met des idées en tête. Pendant 19 ans, cette phrase aurait mis fin à la journée. Elle m'aurait ramené sous sa main, dans la voiture, au placard verrouillé, au petit gobelet en papier et à la vie où chaque question sur mon propre corps devait d'abord passer par elle. Pas cette fois. Le docteur Keller est sorti dans le couloir et a fermé la porte de la salle d'examen derrière lui. Je ne pouvais pas voir son visage d'où j'étais assise,
mais je pouvais entendre comment l'air changeait autour de lui. « Madame Mercey », a-t-il dit d'une voix calme et claire. « Vous devez cesser de parler pour votre fille maintenant. » Ma mère a ri, un rire cassant et furieux. « Vous la connaissez depuis 1 heure. Et j'en ai déjà assez vu. » Le couloir est devenu silencieux. Puis elle a fait ce que les gens comme elle font toujours quand le charme échoue. Elle a intensifié la situation. « Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai sacrifié pour elle », a-t-elle lancé. « Savez-vous combien de nuits je suis resté éveillé? Combien d'emplois j'ai refusés? Combien de fois je l'ai sauvée d'elle-même? Je suis resté assise là, avec le défenseur des patients et le travailleur social à mes côtés, et j'ai réalisé que c'était tout le moteur de la chose. Pas l'amour, pas la médecine, l'appropriation. Elle avait construit son identité autour du fait d'être la seule personne capable de me gérer. Si j'allais mieux, qu'est-ce que cela faisait d'elle? Pas une sauveuse, juste une femme qui avait transformé les soins en une cage et appelé cela la maternité. Le docteur Keller n'a pas élevé la voix. « C'est peut-être ainsi que vous le comprenez », a-t-il dit. « Mais à partir de maintenant, les soins de votre fille lui appartiennent. » Il y a eu une longue pause. Puis ma mère a prononcé mon nom une fois, d'un ton sec et menaçant, comme si j'avais encore 12 ans et que je me tenais trop près du placard. « Julia. » Je me suis levé. Mes genoux tremblaient, mais ils ont tenu. Quand j'ai ouvert la porte de la salle d'examen, elle s'est tournée vers moi, les larmes déjà prêtes. Son visage était rouge, son mascara parfait, comme seul un pleur maîtrisé le permet. « Dis-lui », a-t-elle dit. « Dis-lui que je suis la seule raison pour laquelle tu es en vie. » La vieille panique est montée pendant une terrible seconde. Puis j'ai regardé le docteur Keller, Dana, l'infirmière qui m'avait apporté des mouchoirs sans me faire sentir enfantine, les pages imprimées sur le bureau montrant des années d'incertitude enfouies sous la certitude de ma mère. Et j'ai dit la chose la plus vraie que j'ai jamais dite de ma vie. Non, tu es la raison pour laquelle je n'ai jamais pu découvrir qui j'étais sans être malade. Tout le couloir l'a entendu. Ma mère est devenue blême. Puis la sécurité est apparue au bout du couloir. Sans courir, sans drame, juste 2 personnes tranquilles en uniforme sombre s'approchant parce que les hôpitaux comprennent l'escalade dans le corps avant que la pièce ne l'admette. Ma mère a regardé autour d'elle, voyant enfin ce que j'avais vu 20 minutes plus tôt. La pièce ne lui appartenait plus. Elle est partie sans me toucher. Cela aussi, c'était important. Après cela, la journée est devenue pratique de la manière la plus salvatrice qui soit. Le docteur Keller a fait signaler mon dossier à la pharmacie, afin qu'aucun médicament ne puisse être délivré, modifié ou récupéré par l'intermédiaire de ma mère. Dana m'a aidé à appeler le gérant de mon immeuble et à changer les serrures, car ma mère avait toujours gardé une clé au cas où. Le défenseur des patients s'est assis à côté de moi pendant que nous listions chaque flacon que j'avais à la maison, chaque routine de renouvellement, chaque médecin qui avait accepté la version de ma mère sans me demander de finir une phrase. Plus tard cet après-midi-là, j'ai apporté un sac de courses rempli de flacons de pilules de ma cuisine. Le docteur Keller les a alignés sur le bureau un par un. 2 auraient dû être à court terme seulement. Un avait été renouvelé pendant des années sur la base du rapport parental. Un autre n'avait aucune raison claire de faire encore partie de mon traitement. Un flacon portait mon nom et des instructions de dosage qui ne correspondaient pas à ce que ma mère me donnait réellement. J'ai fixé les étiquettes jusqu'à ce que ma vision se brouille. Et maintenant, que se passe-t-il? Ai-je demandé. Il a répondu doucement. Maintenant, nous allons découvrir ce que votre corps ressent quand il vous appartient. Cette phrase est restée avec moi. Non pas parce qu'elle sonnait jolie, mais parce qu'elle sonnait impossible. La première semaine a été affreuse. Pas un affreux de cinéma. Pire, un affreux réel, tremblant, en colère, affamé à des heures bizarres, fatigué de différentes manières. Je suis resté chez mon amie Nona parce que Dana a dit que personne ne devrait faire une réinitialisation médicamenteuse et un démêlage psychologique dans le même appartement où le mensonge a été appris. Na a acheté des céréales fades, a passé ses appels professionnels dans la chambre et ne m'a jamais demandé une seule fois pourquoi je restais planté dans la cuisine comme si j'attendais la permission d'ouvrir les placards dans ma propre vie. Ma mère a laissé 19 messages vocaux les 4 premiers jours. Le 5e, ils ont changé de forme. De l'indignation au chagrin, du chagrin à l'accusation, de l'accusation à la supplication. Puis un message est arrivé sur un ton que je ne connaissais que trop bien. Froid, dépouillé, sans plus de comédie.
Si tu continues comme ça, a-t-elle dit, les gens vont penser que je t'ai fait du mal. J'ai gardé celui-là, car la culpabilité s'exprime différemment de la peur d'être démasqué. Et j'apprenais enfin la différence. La 3e semaine, je dormais toute la nuit. Pour la première fois de ma vie, si je me souviens bien. La 5e semaine, le gonflement de mon visage avait commencé à diminuer. La 7e semaine, j'ai marché seul dans un supermarché et j'ai réalisé au milieu du rayon des fruits et légumes que je n'avais pas de vertige, que je ne paniquais pas, que je n'attendais pas un effondrement que ma mère m'avait appris à anticiper comme la météo. J'ai juste acheté des oranges et j'ai pleuré au rayon 4 parce que la liberté est parfois aussi petite que ça quand on l'obtient assez tard. Le signalement officiel a bien eu lieu. Je ne vais pas le nier. Mais la vraie conséquence est arrivée bien avant la paperasse. Elle est arrivée la première fois que ma mère s'est assise dans une pièce où personne ne la laissait me raconter. Elle est arrivée la première fois que mon corps l'a contredite. Elle est arrivée quand j'ai cessé de paraître fragile et que j'ai commencé à paraître précise. Je ne lui parle plus maintenant. Cette phrase me semblait autrefois impossible. Maintenant, elle me donne l'impression d'un placard verrouillé qui s'ouvre enfin de l'intérieur. Le docteur Keller me traite toujours avec soin, lentement, comme un médecin qui comprend que la médecine peut faire partie du traumatisme lorsqu'elle a été utilisée comme du théâtre pendant trop longtemps. Il ne me qualifie jamais de courageuse. Je lui en suis reconnaissante. Courageuse est un autre mot que les gens utilisent quand ils veulent que les femmes survivent à des choses sans mettre personne d'autre mal à l'aise. Ce qu'il dit à la place est mieux. Il dit, votre corps apprend à vous connaître. Je pense que moi aussi. Bonjour à tous. Merci d'être ici. Si cela vous était arrivé, auriez-vous fait sortir votre mère de la pièce ce jour-là ou seriez-vous resté figé en la laissant continuer à parler? Et après avoir découvert que toute votre vie a été façonnée autour d'une histoire de maladie qui n'a peut-être jamais été vraie, laisseriez-vous un jour cette personne revenir dans votre vie? Dites-le moi dans les commentaires. Et si cette histoire vous a marqué, s'il vous plaît, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. J'adorerais vous retrouver dans la prochaine.